Salutations voyageurs et bienvenue à bord. Aujourd'hui dans cet épisode d'OLVHS, on va braquer les projecteurs sur un créateur et pas n'importe lequel. Si j'ai décidé de vous le présenter ici, c'est parce que c'est un pur nostalgique, un fan absolu de la télévision et de son histoire avec un grand H, au point où il a recréé une régie analogique dans sa chambre pour un projet hors norme et qui vaut le détour, vraiment. Mais trêve de bavardage, je vous laisse le découvrir à travers l'interview que j'ai menée pour vous. Bon visionnage. Salut Eric. Bonjour Arnaud. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Eric. Dans la vie, je suis designer graphique et dans mon temps perdu, je suis, on va dire, un archéologue télévisuel. C'est quoi ton projet? Mon projet s'appelle TV4. C'est une chaîne de télévision qui serait restée coincée au début des années 80. Et par le miracle de la technologie, cette chaîne de télévision se retrouve diffusée sur Internet, YouTube entre autres, et c'est une parodie en fait de ce qu'était la télévision des années 80. C'est aussi un lien avec ce qu'est encore la télévision d'aujourd'hui, dans ce qu'elle peut faire de pire parfois. Et donc c'est un projet qui a la particularité de se regarder en direct, puisqu'on travaille sur une soirée d'émission qui dure environ 2 heures, qu'on peut suivre sur YouTube en direct. Et sur YouTube, ça serait l'intégralité en replay ou de plusieurs morceaux d'émission? On a les deux, on a l'intégralité en replay pour les gens qui veulent regarder les 2 heures et vivre l'expérience de ce qu'était la télévision dans les années 80 en intégralité, et on a aussi des extraits et des émissions découpées pour ceux qui n'ont pas envie forcément de tout regarder en intégralité. On peut voir vraiment les émissions toutes seules entre elles ou on est obligé de regarder en ensemble après que le live soit Alors terminé? on peut regarder les émissions entre elles en soi, il n'y a pas forcément de fil conducteur entre les émissions, mais si on regarde l'émission en direct, en fait on a l'avantage d'avoir, du coup en dehors des génériques, la speakerine qui va présenter les programmes, les pages de publicité aussi, tel qu'on pouvait le voir en 1981 sur la première chaîne ou la deuxième chaîne. Donc ton projet, c'est une parodie et un hommage dans le fond comme dans la forme. Exactement, c'est vraiment un mélange des deux. Les histoires sont totalement fictives, inventées et n'ont rien de sérieux, mais c'est un projet sérieux parce qu'il a une mission de sauvegarde d'un patrimoine matériel et aussi dans un sens immatériel de ce qu'était, de ce à quoi ressemblait la télévision 30-40 ans en arrière. Et plutôt que de faire une parodie de la télévision d'aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de choses à dire, déjà d'autres personnes qui le font et qui le font très bien, on s'est dit que pour s'amuser, la particularité, ce serait vraiment de le faire en étant coincé dans une autre époque. On peut te retrouver sur YouTube et différents réseaux en C'est ça. marquant TV4. Exactement. En plus de ces nombreux rendez-vous d'information, TV4 vous proposera tous les soirs des programmes inédits. Films, jeux interactifs, variétés, il y en aura pour tous les goûts. Les caméras tournent, les lumières brillent, il ne nous reste plus que 2 choses à posséder. Votre confiance et votre fidélité. À quel moment tu t'es dit je vais vraiment m'intéresser à la télé des années 70-80 et pourquoi cette époque-là? À la base, dans tout ce que je fais, j'ai toujours une tendance à m'intéresser à comment c'était avant. Quand j'avais 10 ans, j'étais passionné d'informatique et j'ai fini par collectionner les vieux ordinateurs. Lorsque j'ai appris mon métier de graphisme, j'ai fini par m'intéresser au graphisme des années 50 jusqu'aux années 80, parce que j'ai toujours eu cette curiosité de découvrir des choses que je n'ai pas connues, et surtout, ça permet aussi également de découvrir, en dehors de toutes les choses ringardes, des idées absolument géniales qui ont totalement été oubliées. Ouais. Et donc depuis toujours étant passionné de télévision, un jour, pour m'amuser, je voulais faire un générique dans un style rétro. J'ai acheté un magnétoscope, puis j'ai acheté une caméra, puis j'ai acheté 2 caméras, puis j'ai acheté une console de mixage, et aujourd'hui ça donne la catastrophe que ça donne ici. Voilà. Comment tu fais ça? Comment tu as pu récupérer tout ça? Ouais. Où est-ce qu'on peut récupérer ça? Et comment en fait, aujourd'hui en 2018-2019, selon quand Ouais. sortira la vidéo, on peut faire de la qualité de l'époque? Alors, en fait, au départ, j'ai commencé à collectionner mon matériel en 2008, environ, 2008-2009. J'ai dû aller fouiller vraiment un peu partout. Alors, pour tout ce qui est matériel, on va dire grand public, c'est-à-dire ce que chacun pouvait acheter dans les années 80 à disposer dans son salon, à savoir des télévisions, des magnétoscopes type VHS, ou bien des caméras type caméscope. Ça peut se trouver dans les brocantes, c'est de plus en plus rare.
mais si on va dans des régions en dehors de la capitale, on peut trouver encore facilement des vieux postes à des prix vraiment très intéressants. Ensuite, il y a toute la partie matériel professionnel. Donc là, c'est les mélangeurs vidéo, c'est les caméras d'épaule, caméras de studio, les magnétoscopes qui ne sont pas des magnétoscopes VHS. Là, c'est un peu plus compliqué, ça passe essentiellement par Internet. Le Bon Coin ou eBay. J'ai eu de la chance de tomber sur, entre autres, par exemple, une fois, un réparateur télé qui partait à la retraite et qui, du coup, devait se débarrasser de beaucoup d'objets, et j'ai pu récupérer un lot avec pas mal de vieilleries. Sinon, oui, Le Bon Coin, eBay essentiellement, parce qu'on trouve, du coup, soit du matériel d'anciennes sociétés de production vidéo, d'anciennes chaînes de télévision, qui peut se trouver assez facilement. Et là, je vais livrer mon petit secret, parce que je pense que pas grand monde qui voudrait investir dans ce genre de matériel. La plupart du matériel acheté sur Internet, je le trouve essentiellement à l'étranger. Bizarrement, c'est beaucoup plus difficile de trouver du matériel en France. J'ai l'impression que tout part à la benne. Tandis que lorsqu'on va voir sur eBay Grande-Bretagne ou eBay Allemagne, on trouve beaucoup plus facilement du matériel de cette époque-là. Peut-être l'impression qu'il y a une sorte d'attachement à la conservation qui est plus important, je ne sais pas d'où ça vient, mais on trouve plus facilement sur les versions internationales d'eBay. Voilà, donc essentiellement sur Internet. Ce projet, tu l'as monté tout seul ou non? Ou en fait, tu interviens sur quelle étape de création? Le projet, à la base, j'en suis l'initiateur, mais je ne suis pas tout seul à m'en occuper. À la base, c'est un projet vraiment entre amis. J'ai pas mal d'amis qui sont notamment journalistes et qui aiment bien aussi parfois jouer, tout en restant un peu dans leur métier, mais jouer aux présentateurs télé qu'ils sont en fait. Des amis de longue date aussi qui travaillent dans la télévision et qui ont un vrai intérêt pour ça. William et Miranda, plus que des journalistes, de vrais amis. Dans IDF Soir, l'info côté complice. Ces amis-là interviennent surtout dans la partie comédie, on va dire, puisque c'est un projet qui demande beaucoup d'acteurs, en fait. Ouais. C'est peut-être la chose la plus compliquée en dehors du matériel. Et moi, ma partie concerne essentiellement la réalisation, la diffusion, la conception de générique, l'écriture aussi. Quand on regarde tes vidéos, on ressent vraiment la patte esthétique de l'époque, dans le fond comme dans la forme. Mais comment tu fais en dehors juste du matériel pour arriver à ce résultat-là? Ce qu'il y a de bien avec les années 80, c'est que c'est une époque qui est facilement identifiable, qui est très caricaturale. Par exemple, dans un décor, si on veut faire un jeu télévisé, c'est pas bien compliqué, il suffit de mettre des rideaux bien brillants, faire une roue avec des paillettes, et tout de suite, même pour la personne qui n'a pas connu cette époque, ça lui saute aux yeux que ce qu'elle voit, c'est venu d'un autre temps. Ensuite, en dehors du matériel, certes, le matériel, comme par exemple le fait d'utiliser une caméra qui a été conçue en 1981, ça donne une image de 1981, mais derrière, il y a toute la partie, entre guillemets, direction artistique, et ça, à la base, ça vient déjà d'un intérêt pour la télévision depuis tout petit, donc déjà l'habitude d'avoir vu des images d'archives, de savoir à quoi ressemblait la télévision de cette époque que moi non plus je n'ai pas connue. Et à côté de ça, il y a beaucoup d'heures de recherche sur l'INA notamment. Tout le monde peut voir sur le site de l'INA des archives de la télévision. Beaucoup de recherches aussi à l'international, parce que la télévision française est intéressante, mais la télévision italienne ou anglaise ou américaine l'est tout autant. Donc du coup, je me suis vraiment nourri de ça. De tous ces génériques, tous ces éléments de décor, ces façons de réaliser, ces façons de filmer. Ça concerne l'image, ça concerne la musique, ça concerne la couleur. Après, oui, il y a le matériel, les appareils en soi, mais il y a aussi par exemple la lumière. Aujourd'hui, on utilise beaucoup d'éclairage LED, donc c'est une lumière qui est très blanche, qui est très froide. Dans les années 80, on a un éclairage qui est beaucoup plus chaud, donc du coup là aussi ça passe par soit l'usage d'éclairage halogène qui donne une teinte vraiment plus chaude, ou soit avec un éclairage LED sur lequel on va venir appliquer un filtre de gélatine pour réchauffer l'image, parce que sinon ça paraîtrait beaucoup trop blanc, pas assez saturé, et on n'aurait pas cette impression. Donc en gros tu évites les anachronismes autant sur le fond que sur la forme. C'est ça. En fait, l'histoire de TV4 actuellement sera peut-être amenée à évoluer, mais actuellement se déroule en 1980.
1982. Donc du coup, quand on va écrire une histoire, un reportage sur un journal par exemple, on va éviter de parler d'un parti politique ou d'une célébrité qui n'aurait pas vu le jour ou connu la gloire à cette époque-là. De la même manière, quand on va faire un tournage extérieur avec une voiture par exemple, on va éviter de faire des plans sur une plaque d'immatriculation avec du coup le petit cartouche de l'Union européenne. C'est un oiseau? Un avion? Non, c'est le RER-copter. Même pour des choses qui ne sont pas visibles, par exemple la norme de diffusion en couleur, utiliser du SECAM plutôt que du PAL, c'est un terme un peu technique, mais les gens qui savent ce que ça veut dire comprendront le sens. Et par exemple, dans la diffusion de TV4, on a des speakerines. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une speakerine, eh bien jusqu'au début des années 90, à la télévision, il n'y avait pas que des bandes annonces pour annoncer les programmes, il y avait des présentatrices. Alors je dis présentatrices, c'était essentiellement des femmes en France, qui du coup étaient face caméra et annonçaient le programme à venir ou le programme de la soirée. C'est une sorte d'accompagnement, de fil conducteur entre les émissions, et ça c'est vraiment typique de la télévision des années 80, et donc dans chaque direct de TV4, il y a certes des bandes annonces, mais aussi la speakerine qui souhaite la bienvenue aux téléspectateurs, qui leur présente les programmes à venir et qui ferme l'antenne avec à la fin la lyre. Après tous ces tournages qui ont l'air assez précis, compliqués, avec éviter les anachronismes, question technique pour une réponse technique, comment finir en live sur YouTube? Sur YouTube. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans TV4, la majorité des appareils utilisés sont donc des anciens appareils analogiques. Oui. Mais pour autant, pour une partie de la réalisation, on a besoin d'utiliser un ordinateur. L'ordinateur, on en a besoin dans 3 phases. Premièrement, la phase de montage. Donc tout ce qui est montage, c'est-à-dire couper des séquences, les assembler. On pourrait le faire avec du matériel analogique, mais ça serait coûteux en termes de temps, ça serait coûteux en termes d'argent, puisqu'il faudrait utiliser du coup une belle pelletée de cassettes, et surtout, en fin de compte, on ne verrait absolument aucune différence esthétique. Donc, en utilisant l'ordinateur, on fait une numérisation non compressée, donc du coup il n'y a pas d'altération du grain analogique, et on fait du coup du bout à bout, on coupe les séquences, ça ne change rien à l'esthétique, et surtout ça permet d'aller beaucoup plus rapidement et de faire un gain de temps incroyable, parce que le montage analogique c'est quelque chose d'assez c'est faisable, mais c'est fastidieux. La deuxième chose pour laquelle l'ordinateur entre en compte parfois, c'est pour des animations et de la conception de génériques. Alors on peut faire des génériques, et sur TV4 il y a des génériques avec des mélangeurs vidéo, des caméras, on va filmer des cartons, on va filmer des logos, on va faire des effets d'écho d'image en filmant avec une caméra qui filme un moniteur, et du coup ça va faire un effet de propagation. Ça c'est qu'on tente de faire le maximum de fois possible. Par contre, quand on va avoir besoin de faire des animations assez techniques, où on va avoir un logo en mouvement ou un objet en mouvement, si on voudrait faire les choses dans les règles de l'art comme à l'époque, il me faudrait un studio de développement, un studio photographique, et faire de l'animation de niveau type dessin animé de Walt Disney. Et ça, je n'ai pas poussé encore le vice jusque-là. Et donc là, pour le coup, j'utilise l'ordinateur où je fais une animation de logo sur After Effects. C'est une animation de logo toute simple en soi, c'est des zooms, des reculs, des défilements. Et cette animation, elle est refilmée par une caméra d'époque. Elle passe dans des mélangeurs, dans des appareils qui permettent de faire des effets, de changer la teinte, de donner un vieillissement, de faire l'aberration chromatique à l'aide des caméras, et du coup ce qui va donner ce style d'époque, et ensuite ça s'est enregistré sur cassette. Donc ça c'est pour la petite triche, on va dire, où on est obligé d'utiliser l'ordinateur. Sachant que tu fais ça tout seul. Voilà, c'est ça. Donc si j'ai une équipe, et pour cette partie-là, je le fais essentiellement tout seul, donc du coup on est obligé de un peu se permettre ça. Ensuite, comment est-ce que tout ce qui a été tourné du coup arrive sur internet, en streaming, sur YouTube en direct ou en différé, en replay? En fait, les programmes sont enregistrés sur des cassettes. Les cassettes sont lues avec un magnétoscope qui sont dans cette régie, ça passe par les mélangeurs, les consoles, les titreuses, les correcteurs d'image et les consoles de mixage, et en ressort du coup un signal vidéo analogique qui passe par 3 câbles, un câble pour la vidéo, un câble pour le son gauche, un câble pour le son droit, et ça rentre dans une carte d'acquisition. C'est le même type de carte d'acquisition qu'on utilise pour enregistrer ses VHS de famille en un petit peu plus pro, on va dire, mais ça fait le même boulot. Et du coup, le signal vidéo analogique est converti en signal vidéo numérique, et à partir de là, on peut en faire ce qu'on veut, on peut l'enregistrer pour éventuellement faire une post-prod pour plus tard, et on peut le diffuser en direct sur YouTube, sur Facebook,
comme n'importe quelle émission qu'on tournerait avec une régie vidéo moderne, en fait. IDF Soir vous est proposé par les journalistes les plus bad du petit écran. Je veux parler de Jean Merguez et de William Barkinson. Bonsoir mes minets. Salut Yanis. Bonsoir à tous, on se retrouve dans un instant sur TV4 pour IDF Soir, le journal d'Île-de-France le plus regardé au monde. Pourquoi? Question simple, pourquoi tu aimes faire ça? J'y vois plusieurs intérêts et plusieurs vertus dans ce projet. La première, c'est de faire d'avoir une passion, une occupation qui sort du boulot, en fait, et pouvoir passer de bons moments avec des amis en créant quelque chose, en s'amusant. Ça, c'est la première des utilités. La deuxième, c'est que c'est un projet en dehors de l'aspect parodique, dans lequel j'y vois un intérêt patrimonial, en fait. Beaucoup trop souvent, on associe l'histoire de l'homme à la peinture, la musique, mais tout ce qui concerne la technique, l'industriel, ça va être un peu rétrogradé, en fait. On s'intéresse aux voitures, on s'intéresse aux trains, mais il y a peu de gens qui s'intéressent à l'histoire de l'informatique, à l'histoire de la vidéo, en gros tout ce qui est en lien avec l'électronique, ça peut être la téléphonie, enfin c'est le monde de la communication en général. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus valorisant de récupérer du matériel qui serait destiné à partir à la benne, en fait, et du coup lui donner une seconde vie, permettre aux gens de vivre en dehors de l'époque dans laquelle se situe l'histoire, une expérience à travers la qualité et l'esthétique de l'image, qu'on ne peut obtenir qu'avec ce matériel. On peut faire des effets de vieillissement VHS sur un ordinateur, mais si on est vraiment dans la volonté, dans la quête de l'authentique, il n'y a qu'avec du matériel original qu'on peut obtenir ça. La troisième utilité que j'y vois, qui rejoint aussi la première, c'est une sorte de respiration, parce que TV4 se déroule dans une époque qui n'était peut-être pas, sans doute pas meilleure que l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, mais c'est une autre époque où on a l'impression peut-être que les gens s'amusaient un petit peu plus, que les gens étaient un petit peu plus libres, et c'est pas pour faire un rétrograde et dire c'était mieux avant, c'est vraiment pas mon genre, mais le fait de pouvoir se déguiser et se plonger dans une époque qui n'est pas celle que nous connaissons, qui est assez stressante, ça a quelque chose d'extrêmement libérateur en fait. Dans TV4 on ressent ça lorsqu'on fait des tournages, et parfois c'est des tournages qui sont très longs parce que c'est des tournages où les fous rires sont interminables, et tu en sais quelque chose. Bah, moi c'est Luc, je viens de Clichy-sous-Bois, et je suis écarisseur, je découpe des meux quoi. Des meux? Bah, des meux quoi, des grosses bêtes qui font du lait. Des vaches quoi. Ou ma femme. Bah... On la garde. Mais il y a aussi le soir où on fait le direct, où du coup on a le journal qui est réalisé en direct, où on a la speakerine qui fait les annonces en direct et où on diffuse les émissions qui ont été enregistrées, où tout le monde est ici, chacun à son poste, console de mixage, gestion des magnétoscopes, la titreuse, le réalisateur pour mélanger les sources, et en fait on déconnecte totalement, on a vraiment l'impression de faire un retour 35 ans en arrière. En fait, c'est une sensation de machine à remonter le temps quand on est là et quand on réalise l'émission et qu'on n'a qu'un seul espoir, c'est qu'il n'y ait pas un condensateur qui explose dans le magnétoscope ou la bobine qui s'enroule, c'est ce qui s'est passé lors des deux premiers pilotes, lors des deux premières émissions. Voilà, il y a toute une alchimie qui du coup rend la chose jouissive, en fait. Voilà. Merci Eric. Eh ben de rien, c'est avec plaisir. Abonnez-vous. Ne zappez pas. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout, voyageurs. J'espère que tout comme moi, vous l'aurez trouvée autant intéressante et qu'elle aura attiré votre curiosité afin de vous y abonner. Vous trouverez le lien vers la chaîne d'Eric dans la description. N'hésitez pas à faire un tour sur ma page Utip pour soutenir ma chaîne sans débourser un sou et ou aimer et partager cette vidéo si elle vous a plu. Si vous ne voulez rater aucune sortie de vidéo, je vous conseille d'activer la cloche et bien évidemment de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt voyageurs, et surtout n'oubliez pas, restez nostalgiques. J'espère que vous nous reviendrez nous voir très très vite sur TV4. Profitez bien de la night. Ciao.